Mais ici, je vais amener avec vous un élément de réflexion qui n'est sans doute pas si fréquemment évoqué. C'est Françoise Lefebvre, qui est statisticienne à Lille, qui m'a initié à cette manière de présenter les choses auprès des étudiants, parce que je la trouve très pédagogique, cette approche, qui consiste à dire, réfléchissons. Ici, on est dans un test en fait qui est spécial. Par rapport à tous les autres tests que vous avez vus jusqu'à présent, ce test-là, il est un truc très spécial. Parce que ici, comme je vous l'ai dit en introduction, ce que nous cherchons à mettre à l'épreuve, c'est l'hypothèse d'égalité des variances. Mais pour la première fois, c'est donc l'hypothèse nulle du test, pour la première fois, ça n'est pas son rejet qui nous intéresse. Pour la première fois, nous ne sommes pas intéressés par le rejet de l'hypothèse nulle. Regardez bien tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent. Dans la plupart des cas, ils viennent traduire une hypothèse psychologique, où on prend une hypothèse nulle de référence qui est l'absence d'effet, dans la plupart des cas, et où on est content et intéressé par le fait que cette hypothèse nulle soit rejetée, parce qu'en général, ça vient révéler un effet expérimental intéressant. D'accord? C'est un motif de surprise, mais et par conséquent un motif d'information. Ça nous informe sur quelque chose d'inhabituel. Bon. Ici, ça marche à l'envers. Ici, dans la mesure en tout cas où le test d'homogénéité des variances qui nous intéresse est celui que nous allons utiliser comme préalable au T de student, qui a besoin de penser que les variances sont égales. Donc qui a besoin de cette hypothèse nulle d'égalité des variances. Tout d'un coup, pour la première fois, on se retrouve dans une situation où, en quelque sorte, nous cherchons à accréditer l'hypothèse nulle. Et en fait, c'est très important que vous preniez conscience du fait que la méthode par valeur P, qui est la plus répandue en psychologie, elle a beaucoup de défauts en fait. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vous en apprend une autre au deuxième semestre. Mais elle a beaucoup de défauts, et en particulier, elle a le défaut de ne pas être très à l'aise pour pouvoir affirmer les hypothèses nulles. Pourquoi? Parce que cette méthode par valeur P, elle commence toujours par dire « Imaginons que l'hypothèse nulle soit vraie. Est-ce que ce qu'on observe à terme est surprenant ?» Vous comprenez? Imaginons que l'hypothèse nulle soit vraie, c'est un axiome de départ. C'est la branche sur laquelle on est assis. Okay. Et vous ne pouvez pas démontrer un axiome de départ d'un raisonnement. Vous ne pouvez jamais le démontrer. Vous supposez quelque chose et vous vous dites « Allons voir dans la réalité si c'est contredit par les faits », de deux choses l'une. Soit c'est contredit par les faits, là c'est clair, ok, c'est faux. Mon axiome de départ est faux. Bon, ça va. Ou bien, ça n'est pas contredit par les faits. Et si ça n'est pas contredit par les faits, est-ce que ça veut dire que votre hypothèse de départ est juste? Bah non. Je peux croire des trucs sans jamais être contredit. Hein, il y a beaucoup de parano qui sont dans ce cas-là. Vous pouvez penser qu'on vous veut du mal, par exemple, et finalement n'être pas contredit par les faits. Alors si vous êtes parano, vous allez certainement penser que c'est une confirmation, mais en réalité, le fait de ne pas être contredit par les faits ne vient jamais prouver quoi que ce soit. Vous êtes bien d'accord? Il y a une dissymétrie fondamentale, en science comme dans la vie, entre voir une hypothèse de départ infirmée, d'accord, contredite par la réalité, ok, ça c'est clair, on obtient une information qui est très claire, et puis ne pas voir une hypothèse de départ contredite par les faits. Et là, vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Et c'est exactement ce qui se passe dans les approches par valeur P, qui consiste toujours à poser une hypothèse de départ et à dire ensuite, voyons si tout a l'air de se passer comme si cette hypothèse était vraie. Ah oui, tout a l'air de se passer comme si. Là, j'obtiens 0,84. 0,84, ça veut dire, ce que j'ai sous les yeux avait 84% de chances de se produire si vraiment c'est vrai que les deux variances sont égales. Ok, 84% de chances de se produire comme telles, mais est-ce que vraiment les variances sont égales? Je n'en ai pas la preuve. D'accord? Et surtout, je ne sais pas quelle est la probabilité de se tromper si j'affirme que les variances sont égales, parce que le test n'est pas conçu dans ce sens-là. Donc c'est très important que vous compreniez que la démarche par valeur P s'appuie toujours sur l'affirmation de l'hypothèse nulle. Et si vous affirmez un truc, vous ne pouvez pas en avoir de confirmation ultérieure. Vous ne pouvez avoir que des affirmations. Et la science fonctionne ainsi d'ailleurs. La science ne fonctionne que par affirmation. Affirmation, hein, je veux dire par là contradiction. Vous n'apprenez de choses que quand vous voyez que vos théories sont fausses. Quand vos théories ne sont pas prises en défaut, en aucune manière ça veut dire que c'est vrai. Jamais de la vie ça veut dire que c'est vrai. D'accord? C'est très important de comprendre cette dissymétrie-là. Donc, ici on est un peu coincé. C'est-à-dire que on est content de voir que la valeur P n'est pas inférieure à un seuil habituel. D'accord? Autrement dit, on n'a rien de surprenant au regard de l'égalité des variances. Par contre, on ne sait pas quoi conclure. Du coup, on va adopter la convention suivante entre nous. On va dire la chose suivante. Nous ne savons pas si l'hypothèse d'égalité des variances est vraie. On n'en sait rien.
On sait juste qu'on n'a pas été contredit par les faits en l'affirmant, mais on ne sait pas si c'est vrai. Voilà ce qu'on va faire, on va décider qu'on acceptera l'hypothèse d'égalité des variances que quand la valeur P est vraiment spécialement grande. Ça marche à l'envers, les tests habituels. Autant dans les tests habituels, on déclare qu'on est surpris quand la valeur P est toute petite, la plus petite possible, inférieure à 0,05. Autant ici, plus c'est grand, plus on est rassuré sur l'égalité des variances, mais sans en avoir jamais de certitude. Du coup, la bonne solution ici, puisqu'on veut éviter de se tromper en affirmant l'égalité des variances, c'est de requérir une valeur P, cette fois-ci, aussi grande que possible. Et une des manières de faire ça est de choisir un seuil de décision qui change, qui n'est pas 0,05, mais qui est un peu plus grand que ça. Alors il ne faut pas qu'on prenne trop grand non plus, parce que sinon, jamais de la vie on accepterait l'hypothèse d'égalité des variances, on serait amené à dire que c'est tout le temps différent, c'est pas intéressant non plus. Donc pédagogiquement, on a choisi arbitrairement, alors c'est un choix que mes collègues lillois faisaient et que j'ai fait mien, du coup dans l'enseignement ici. Pédagogiquement, on va prendre alpha égale 0,10. D'accord? Alpha, je ne peux pas le surligner. Alpha égale 0,10. C'est pas beaucoup plus élevé, mais c'est une manière dans l'enseignement de voir dans quelle mesure vous êtes capable de repérer ces cas-là, ces cas où c'est l'hypothèse nulle qui nous intéresse. Si vous choisissez le seuil alpha égale 0,10, je verrai dans votre copie que vous avez bien compris le truc. D'accord? Donc c'est surtout ça. Sachez que dans la pratique, dans la littérature psycho, les gens font pas ça. Les gens prennent 0,05 dans tous les cas. Simplement pour l'homogénéité, ils regardent si la valeur P est supérieure à 0,05, tandis que pour rejeter une hypothèse nulle, ils regardent si la valeur P est inférieure à 0,05. Ils ne changent pas le sens. Mais pour des raisons pédagogiques, parce qu'on a besoin de voir dans quelle mesure vous savez faire la différence entre les deux, mais aussi un peu pour des raisons statistiques, parce que ça nous préserve contre une certaine forme d'erreur que d'augmenter notre seuil de décision ici. On n'a pas envie d'accepter l'hypothèse nulle d'égalité des variances si par hasard elle est fausse, hein, c'est ce qu'on appelle l'erreur de type 2 en statistique. Augmenter notre seuil, ça nous préserve un peu mieux en tout cas de cette erreur de type 2. Donc ça remplit les deux offices en même temps. Donc ici on dira la chose suivante. Pour tester l'homogénéité, on acceptera l'hypothèse d'égalité des variances si la valeur P qu'on calcule est supérieure à alpha égale 0,10, uniquement dans les tests où c'est l'hypothèse nulle qui nous intéresse, uniquement dans ces tests-là. Parce que en choisissant un seuil exprès choisi assez élevé, si notre valeur P est encore plus élevée que ça, on est raisonnablement confiant, on ne peut pas dire certain, mais confiant que les moyennes dans les populations parentes sont égales ou raisonnablement semblables. D'accord ? Donc ça, c'est une particularité de tout ce qu'on appelle les tests d'ajustement, hein, ou les tests d'absence de différence. La méthode par valeur P est par essence mal appropriée pour ce type de test. Voilà.